Bonjour à tous, cette vidéo est là pour vous donner des éléments de compréhension et d'analyse de l'étude paysagère, donc comprendre un paysage et comment on fait pour analyser le paysage. Alors c'est une vidéo qui se complète avec d'autres vidéos que j'ai fait et que je vais faire sur le sujet. Alors pour commencer, le paysage, on va regarder deux définitions. Tout d'abord le Larousse qui nous dit c'est un étendu de pays qui présente une vue d'ensemble. Le petit Robert, lui, nous dit c'est partie d'un pays que la nature présente à un observateur. Alors d'ores et déjà, on peut voir que ces définitions sont assez générales et incomplètes. On peut voir aussi que voir un paysage, ça sous-entend, ça demande un observateur, ça demande un regard pour observer ce paysage. Alors un paysage, c'est quoi? On a différentes histoires, différentes approches au niveau de son appréhension. Par exemple, vous avez Lacoste qui nous dit que le paysage, ça sert à faire la guerre. On a l'influence pittoresque avec le domaine artistique où on voit le paysage comme un élément à représenter, un élément esthétique à représenter au travers de l'art et des tableaux. Et on a l'influence naturaliste qui va s'intéresser au végétal avec une approche plus objective, plus scientifique, où on va essayer de comprendre la nature, par exemple, qui compose ce paysage. Autre manière de l'appréhender, on voit il y a différentes approches, comme je vous l'ai dit. On a les impressionnistes, toujours dans le domaine de l'art cette fois-ci, qui vont eux peindre des gares, ils vont peindre des paysages urbains, des paysages industrialisés. Et en fait, on va voir ici la marque que les hommes ont laissée, que les hommes et les sociétés ont laissé sur le paysage. On comprend en fait que dans l'épistémologie du paysage, on a au départ, hein, c'est une généralité, mais on va dire comme ça, au départ, on a un paysage qui sera plutôt investi par le domaine artistique. Hein. On va attendre assez longtemps quand même pour voir apparaître un paysage plus objectif. La plupart des paysages artistiques, il faut savoir qu'ils sont chargés d'intention, hein, c'est pas objectif, on fait preuve donc de subjectivité. Il y a la personne qui représente le paysage, qui apporte sa pièce à l'édifice. Par exemple, on peut avoir la valeur de prolongement d'une pensée religieuse, hein, d'une pensée philosophique, sentimentale avec les paysages romantiques ou encore esthétiques avec par exemple les paysages cubiques. S'ensuit une approche plus scientifique entre guillemets avec la géographie qui va conférer au paysage une approche un peu plus analytique, hein, où on va analyser les différents éléments du paysage avec une vision plutôt anatomique où on va voir le relief, les sols, les végétaux, le climat, les activités humaines. On a comme une des bases de cette géographie, vous avez par exemple les cartes Cassini qui ont été développées au temps de Napoléon. Et après 1945, on a un élan supplémentaire dans le développement de ces études quantitatives où on va analyser le paysage, la géographie quantitative. Avec les différentes entités qui définissent ce paysage. Et puis aujourd'hui, en fait, on va avoir une vision, complémentaire, on va avoir une vision plus large, entre guillemets, hein, où on va s'intéresser avec le regard qui peut être porté à l'environnement et au patrimoine, par exemple. On va avoir une vision plus globale, systématique, où on comprend qu'en fait tous les éléments interagissent entre eux. On s'est aperçu que le paysage, c'est le produit des sociétés à travers un certain nombre de pratiques. C'est un élément parmi d'autres de l'espace façonné par les hommes. Le paysage, on peut dire que c'est un espace vécu et un espace perçu. Alors c'est là où dans notre étude paysagère, on va devoir prendre en compte ces différents paramètres et une étude paysagère va allier deux éléments principaux, hein, ça va être la lecture du paysage et l'analyse paysagère. Alors la lecture du paysage, on va ici faire preuve de subjectivité, on va faire appel par exemple à nos sens, à une approche un peu plus sensible et l'analyse paysagère, elle va se baser sur des éléments d'une grille de lecture plus objective pour comprendre le fonctionnement du paysage. Alors on va voir ça plus en détail juste après.
Mais en gros, vous le comprenez, lire et comprendre un paysage et effectuer une étude paysagère, c'est avoir une vision pluridisciplinaire et il y a différentes approches, différentes manières de le lire. On peut avoir une approche paysagiste, géographe, d'historien, de géologue, d'hydrologue, de naturaliste, de botaniste, d'archéologue, d'artiste, de peintre, de sculpteur, de graphiste, etc., etc. Alors, le paysage dans sa polysémie, on a plusieurs approches, on a plusieurs manières de le dire, comme je vous le disais. Si on regarde par exemple ici, vous voyez, on a un paysage réel et on l'a vu, pour le voir, il faut un observateur, il faut un regard pour observer ce paysage. Et cet observateur a forcément des mémoires en lui, un vécu particulier. Il a aussi des pratiques qui lui sont particulières, avec son monde de vie qui le conditionne et qui l'influence dans sa grille de lecture de ce paysage. De plus, on va y rajouter ces différents filtres sensoriels. Hein. Il a donc ses sens, hein, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. On a aussi une approche qu'on peut dire un peu plus sensible de ressenti. On a donc ces filtres sensoriels qui sont plus ou moins développés, qui sont plus ou moins en exergue chez les différentes personnes qui analysent le paysage. Et bien sûr, se rajoute à tout ça les filtres culturels, c'est-à-dire la société qui nous a fait évoluer, les différents savoirs qu'on a appris à l'école, notre famille, comment elle nous a conditionnés dans les enseignements qu'elle nous a transmis. Alors tout ceci, ça va nous faire passer d'un paysage réel à un paysage perçu. L'observateur, de par tous ces filtres, va en définir un paysage et en fait, on comprend du coup qu'il y a des représentations paysagères qui sont extrêmement variables. Il n'y a pas une analyse de paysage, en fait il y a plusieurs analyses de paysage qui existent. Alors là, je vais vous proposer une manière de comprendre et d'analyser le paysage par Gilles Clément. Alors Gilles Clément, c'est un paysagiste très reconnu en France. Il est l'initiateur des concepts de jardin en mouvement et de tiers paysage. Alors lui, il nous dit que le paysage il est constitué d'éléments en interaction permanente qui participent à une dynamique commune. Alors on voit là l'organisation du paysage avec ces interactions et la vision systémique à développer et à comprendre. Il nous dit qu'il relève de trois principaux types d'organisation. Alors on a le potentiel écologique, l'exploitation biologique et l'utilisation anthropique. Alors sur le potentiel écologique, on va voir en fait là c'est la combinaison des données physico-chimiques du paysage, hein, par exemple les roches, le relief, l'eau, le climat. C'est en fait les facteurs abiotiques. Abiotiques, c'est les facteurs non vivants en fait. Et se rajoute donc le deuxième élément, l'exploitation biologique. Donc là, c'est la communauté vivante, faune, flore, champignons. Ça sera ici les facteurs biotiques, les facteurs vivants. Et le dernier élément, c'est l'utilisation anthropique, donc l'utilisation de normes et les conséquences, et ces conséquences et les impacts sur le paysage. Donc on aura par exemple des comportements humains avec les facteurs économiques, juridiques, politiques, les cultures, les différentes cultures humaines au niveau de leur histoire, leur religion, les mythes et légendes qui peuvent apporter des grilles de lecture supplémentaires sur le paysage. Alors on va détailler ces trois éléments que nous présente Gilles Clément. Alors au niveau des composantes abiotiques, on va avoir par exemple le relief, le climat, ou encore l'hydrologie. Alors sur le relief, on va s'intéresser à quel type de relief on a à faire. Est-ce que ce sont des montagnes, des plateaux, des plaines, des collines, etc. Et au niveau du sol, on va s'intéresser par exemple à la géomorphologie, au substratum géologique, c'est-à-dire les différentes couches, l'origine du sol, les différentes couches aussi qui le composent pour comprendre le relief. Le climat, lui, il peut être déduit, par exemple,
par l'observation. Alors l'observation, on va avoir un regard plus ou moins affiné pour voir les plantes qui sont présentes naturellement sur le site ou qui sont cultivées, la nature environnante, est-ce qu'il y a de l'eau présente et sous quelle forme. Ceci peut nous donner des interactions sur le climat. Et pour l'hydrologie, eh ben là on va s'intéresser par exemple dans un aspect par exemple qualificatif sur la taille du cours d'eau. Est-ce que c'est un ruisseau, une rivière, un torrent ou un fleuve? Comment est ce cours d'eau, hein? Est-ce qu'il est sinueux, rectiligne? Est-ce qu'il prend toute une vallée, une large vallée, ou au contraire est-ce qu'il est étroit? Est-ce qu'il y a des mares, d'autres points d'eau, etc. Donc là, de par l'observation, on va pouvoir catégoriser ces différents éléments abiotiques, non vivants, que ce soit le relief, le climat ou l'hydrologie. On continue, si on passe cette fois-ci aux composantes végétales, aux composantes, donc là on va être sur le vivant, le biotique. On peut voir par exemple au niveau d'une forêt, comment est la forme de cette forêt, de ce bois. Est-ce que la densité, comment est la densité, la délimitation par rapport entre la forêt et la prairie par exemple. Est-ce qu'il y a une délimitation nette? Est-ce qu'il y a une délimitation moins nette? Du coup, ceci peut nous donner des indications sur l'origine de cette forêt par exemple. On peut encore regarder les différentes strates, analyser les strates basses, moyennes, hautes, les strates mucinales, les strates arborescentes, les strates arbustives. Et du coup définir, est-ce qu'on peut définir les types de plantes qui sont présentes sur ce site. Les types de plantes naturelles ou les types de plantes amenées par l'homme par exemple, qui sont des cultures identifiables. Sur les facteurs biotiques, on pourrait rajouter aussi tout à fait l'étude de la faune et des champignons. Sur les composantes humaines, pour la troisième grille de lecture offerte par Gilles Clément, les composantes humaines et socio-économiques dans le paysage, on va regarder les types d'habitats qui composent ce paysage. Alors quels sont les types d'architecture, les modes d'organisation? Est-ce que comment sont les maisons déjà? Est-ce que c'est des maisons? Est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que c'est des résidences principales, secondaires? Comment ils sont organisés? Est-ce que dans la matrice paysagère, les habitations sont regroupées ou au contraire dispersées? Est-ce qu'on est face à l'histoire? Quelle est l'histoire de ce lieu? Quel patrimoine nous a laissé cette histoire? Par exemple, si je suis dans un paysage de montagne, je verrai bien qu'il y a des traces historiques avec l'utilisation des ardoises, par exemple, pour les toits, qui vont amener une identité paysagère aussi à ce lieu. Quelles sont les infrastructures présentes au niveau des ponts, des routes, des autoroutes, des chemins, des ports, des aéroports? On sait que l'être humain, au cours du développement de sa société, a fragmenté de plus en plus le paysage naturel avec l'implantation de différentes infrastructures pour permettre la circulation des êtres humains. Ceux-ci devront être pris en compte dans l'analyse paysagère. Vous vous doutez bien que plus il y a d'infrastructures, plus l'humain est présent dans ces modes de déplacement. Aussi les activités telles que les différentes activités agricoles, industrielles, commerciales ou touristiques devront être prises en compte ou analysées. Vous vous rendez bien compte qu'un paysage agricole ou un paysage touristique n'aura pas le même ressenti. Ah, excusez-moi le téléphone. Oui, comme je disais, au niveau des composantes humaines et socio-économiques, au niveau des activités, si vous avez des activités agricoles ou touristique sur le site, ce sera un paysage différent qui sera vécu, qui sera perçu. Et ceci pourra nous donner des indications aussi sur l'économie du site, sur les classes sociales qui le composent ou encore les secteurs d'activité. Vous voyez que lire un paysage, c'est l'organisation spatiale, mais c'est aussi les influences directes ou indirectes qui vont influencer justement cette organisation spatiale de l'utilisation de l'espace.
Alors on a des tableaux d'analyse, c'est un des tableaux, il en existe plein, assez simplifiés, où quand on observe un paysage, on peut s'intéresser aux différents plans, au premier, deuxième, troisième plan, et avec ces différentes grilles de lecture, observer les éléments de la nature, les éléments de la végétation et les éléments construits par l'homme. On pourrait rajouter aussi tout à fait les éléments de la faune, hein. On pourrait avoir, je vous ai mis une autre grille, hein, où on a les dominantes du paysage et de ses plans, où on a les éléments du tourisme d'un côté, les éléments urbains, les voies de communication et les éléments naturels. Donc pour toujours sur les différents plans, analyser le paysage grâce à ces grilles de lecture. On continue cette fois-ci avec une approche un peu plus sensorielle, où on va avoir nos différents sens, comme je le parlais tout à l'heure, qui doivent être utilisés dans l'analyse paysagère, avec une approche un peu plus subjective, sensible, où on va faire appel au toucher, à la vue, au goût, à l'odorat, aux oreilles. Qu'est-ce qu'on entend? Là, j'entends un oiseau passer, ça me donne des indications sur l'environnement. Et on a aussi la sensibilité, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon corps me renvoie dans mon ressenti intérieur sur le paysage que j'observe. Alors ici, on va s'intéresser à la description et aux échelles de perception. Alors décrire un paysage grâce au sens, hein, ça va nous donner, on va donner des indications sur les différents volumes du paysage, sur les formes, sur les différents plans. Grâce à nos yeux, on peut observer différents plans dans le paysage, sur comment est la géométrie de l'espace aussi, les différentes lignes, les courbes, les points d'appel, les points focaux, les couleurs qui vont nous apporter des ressentis différents. Et si je suis sur un espace qui est très sombre ou un espace qui est très lumineux, ça va me interagir différemment avec moi, avec mon filtre corporel et ressenti de lecture du paysage. Est-ce qu'il y a des mouvements dans ce paysage, hein? Si il y a de la végétation, une légère brise, je ressentirai, je percevrai ce paysage différemment que si je suis sur un paysage tout plat, où il n'y a aucun mouvement et aucun ressenti au niveau du vent. L'odeur et les bruits, comme je le disais tout à l'heure aussi, vont me donner des indications. Si je me promène dans un jardin où il y a plein de végétaux qui ont des odeurs exaltantes, ce sera différent d'un endroit où zéro odeur, zéro ressenti et zéro bruit. Autre manière de lire au travers de cette approche sensorielle, je vous ai mis le symbolisme, hein. On peut voir des symboliques au niveau culturel, hein, par exemple, hein. Ceci peut nous amener des émotions aussi, où on peut faire preuve aussi de poésie. Sur les échelles de perception, alors toujours lié à la subjectivité, quand je perçois un paysage, ben, il va y avoir une échelle de vision. Je vais voir ce paysage dans une vision donnée, hein. Ça va me donner une lisibilité de ce paysage plus ou moins complexe. Là, pour le comprendre, je vous ai mis une petite animation, hein, disant que la lecture du paysage dépend du niveau de perception qu'on a par rapport, par exemple, à la position de l'observateur, de celui qui regarde, et au champ visuel et à ce qui lui est mis dans son champ de vision. Vous voyez, par exemple, si je dois observer un bâtiment qui est tout là-haut, et que moi je suis placé en bas, j'aurai une vision, j'aurai une échelle de perception différente que si j'observe toujours ce même bâtiment, mais cette fois-ci vu du dessus, ou bien ce bâtiment juste là en premier plan devant nous, et que je suis placé juste devant. On comprend bien, voilà, que cette fois-ci on a un paysage qui peut être observé différemment en fonction de où on est placé, avec des échelles de perception différentes. Alors toutes ces manières d'appréhender, de lire le paysage sont là pour nous amener à le comprendre et à nous poser des questions pour en fait comprendre l'organisation du paysage, pourquoi ce que j'observe aujourd'hui c'est comme ça, quelles sont les raisons de cette spatialisation des entités paysagères par exemple, hein, pourquoi l'espace que j'observe il fonctionne de cette manière-là, quelle est son évolution au cours de l'histoire et dans l'espace.
Ceci va nous permettre de comprendre est-ce qu'il y a des mesures de protection, de conservation ou encore de restauration à mettre en œuvre dans cet espace. Parce que en l'analysant, on va voir les enjeux, les contraintes, les besoins de ce paysage. Par exemple, si je dois mettre en œuvre des mesures de protection écologique, il faut que je puisse déterminer par exemple, où je devrais installer une trame, où je devrais développer une trame verte liée à 2 réservoirs de biodiversité. Ceci va nous amener à des propositions qui seront plus cohérentes, qui découleront d'une analyse en fait, où on pourra amener une gestion du paysage plus logique. Voilà. Cette grille de lecture aussi sous les paramètres socio-économiques, humains, peut nous permettre de comprendre quels acteurs je dois intégrer au projet d'aménagement ou de conception ou de restauration en fonction de l'utilité de mes aménagements, et comprendre que chaque espace, voilà, il a une histoire à court, moyen et long terme, et nous, l'objectif, ça va être d'accompagner ce paysage. On va déterminer des étapes d'évolution, de rupture ou de continuité dans l'évolution de ce paysage pour proposer des solutions. Alors le diagnostic devra au final permettre de raisonner un aménagement et une gestion cohérente de ce paysage comme vous l'avez compris. Voilà. C'était une vidéo assez... je suis allé un peu vite, hein, c'était pour faire quelque chose une fois de plus de synthétique. Vous avez plein d'idées d'analyse dans cette vidéo. J'en ferai d'autres complémentaires. Vous en avez d'ores et déjà une que je vais vous mettre un lien ici, là, que j'ai fait sur les différents outils d'analyse et d'interprétation, de représentation du paysage. Merci, au revoir.